Merci. Donc, merci surtout à Lise. Et c'est une. Enfin, c'est pas une déclaration d'amour, mais c'est presque parce que c'est une dame que j'ai suivie, une grande dame. J'étais à Port-au-Prince et je suivais le devoir et puis j'étais étonné qu'une Québécoise ait une conscience du monde si poussée. Et que c'est pas parce que le Québec était une province. Je pensais que Haïti était comme le centre du monde. Et c'est comme si j'avais compris qu'il y avait, quand je lisais les textes de Lise, qu'il y avait quelque chose et qui m'est venu. C'est comme si le Québec regardait vraiment le monde. Et on pouvait lire Waberi, tout jeune écrivain. Et puis j'étais étonné de l'audace qu'il y avait dans les chroniques de Lise Gauvin dans Le Devoir. C'est comme ça que j'ai découvert Lise. Après, il n'y avait pas Google. J'ai cherché, j'ai appris elle était prof à l'université, parce que tous les écrivains, en fait, connaissaient Lise Gauvin. Et c'était le moment où je rencontrais aussi Émile Olivier. Donc tout le monde nécessairement, si tu es noir, tu écris un livre. La première personne à qui envoyer le livre ici, à l'époque, c'était Lise Gauvin. C'est elle qui reconnaissait les noirs. C'est pas sans raison que ta petite fille, là. C'est elle qui connaissait tout le monde avec une espèce de générosité. Et quand, en fait, quelques années après, à Étonnant Voyageur, et notre ami parle de littérature monde, je pense que Lise Gauvin avait déjà ouvert les chemins. Et les chemins étaient déjà ouverts ici, dans les pages du Devoir. Et les chemins étaient tellement ouverts qu'on a réuni d'un monde l'autre, en fait, tracé des littératures francophones. Et c'est important de voir comment l'histoire s'écrit aussi, comment le regard de Lise sur des gens qui sont devenus très célèbres, comme Ananda Devi, comme en fait tous les gens de la créolité, et Chamoiseau, Confiant, Bernabé, et comment en fait tous les écrivains africains, en fait je pense qu'il y a de très rares écrivains qui n'ont pas été cités ici, qui n'ont pas été présentés par Lise Gauvin. Donc pour ça, je pense que Lise Gauvin, c'est un continent qu'il nous a amené dans des continents vraiment différents. Et je pense que c'est un travail essentiel. Et sur ton travail, sur ce socle-là, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai continué le travail que faisait Lise Gauvin. Et puis partout, et récemment, on était à Fort-de-France, on était en Martinique ensemble. Et puis, il y avait Sylvie Glissant, parce que je n'ai pas cité, j'ai laissé un dernier. Et je pense qu'elle est secrètement amoureuse, la petite fille ne sait pas, d'un écrivain qui s'appelle Édouard Glissant. Puisqu'à chaque phrase qu'elle écrit, elle cite Édouard. Je ne sais pas si tu savais ça. Mais il y a un certain Édouard Glissant elle adore, donc elle cite. Et je pense elle a beaucoup écrit. Et donc, à chaque fois qu'elle écrit, et puis tu vas voir le nom d'Édouard Glissant. D'Édouard Glissant. Est-ce que vous voyez? C'est pas mon nom, hein? C'est glissant. Vous voyez, elle glisse. C'est glissant, Lise Gauvin. Est-ce que vous voyez donc? C'est glissant, glissant. Je pense que c'est un travail fondamental parce que je pense qu'elle a popularisé glissant ici. Si aujourd'hui il y a des écrivains, il y a des colloques, il y a plein de choses sur Édouard Glissant, c'est grâce à cette dame. On parle de créolité, on parle d'Aimé Césaire, on parle de. À chaque fois qu'il y a une question, et qu'on pose à mémoire d'un crier, on me dit essaie de voir avec Lise Gauvin parce que Lise Gauvin devait savoir. C'est comme si c'était une archive de la francophonie, une archive vivante. Et puis, donc, vous avez les preuves à travers tous ces écrits. Elle publie dans toutes les maisons d'édition, les grandes, les petites, Seuil, Mémoire d'un crier. Elle publie chez Le Meillac. Elle publie son dernier livre chez Cartala et des littératures de l'intranquillité. Donc c'est une femme intranquille. J'étais entendu dire intranquille. Voici, c'est une femme intranquille qui bouge et qui fait bouger les imaginaires, les langues et surtout qui, pour être honnête,
c'est une générosité en action, puisque avec Lise, s'il y a une définition à donner à la francophonie, c'est vraiment le tout monde, comme le disait Glissant, mais c'est le tout monde en action. C'est-à-dire, si vous voulez connaître et découvrir les langues, les langages, les imaginaires autres que ici, donc faire d'autres vies que les nôtres, je pense qu'avec Lise Gauvin, en lisant Lise Gauvin, on va trouver beaucoup d'intertextes, beaucoup de... En fait, ce n'est pas des citations, et c'est comme si elle est habitée par l'ailleurs, elle est habitée par d'autres voix, et elle nous communique ces autres voix, et ces voix qui nous grandissent, ces voix qui nous assaillent, et ces voix qui nous grandissent. Je pense que ton apport, Lise, à la littérature du monde et à la littérature québécoise, elle est immense. Et je voudrais qu'on commence par applaudir Lise Gauvin, à tout respect, tout honneur et respect à toi, chère Lise. Donc, c'était presque une déclaration d'amour. C'est pas tout, c'est très lourd, hein. C'est quelques kilos de livres, donc quelques insomnies. Donc, je voudrais, Lise, commencer par, parce que j'ai fait mon petit travail, donc des littératures de l'intranquillité Cartala, et c'est un livre qui est, comment qualifier ce livre? D'ailleurs, ça commence par Édouard Glissant. D'accord? Donc, tout commence et tout finit par Édouard Glissant. Le livre commence et finit aussi par Édouard Glissant, et qui disait, parce que c'est drôle, parce que je lisais ça, et puis j'avais le livre de Valérie Marin-Lamellé qui parlait, le diamant. Le diamant, c'est l'espace où vivait Glissant, qu'elle connaît bien, parce que Sylvie Glissant, la femme, l'épouse de Glissant, était là aussi à la Martinique, et elles se sont sauvées naturellement pour parler d'Édouard Glissant. Donc, je lis, je commence par lire dans le discours antillais Édouard Glissant qui dit l'inquiète tranquillité de nos existences par tant d'obscurs relais liés au tremblement du monde. Je voudrais poser la question, pourquoi Glissant ici et pourquoi placer ces littératures sous le signe du tremblement? On sait que Glissant parle beaucoup de tremblement et de l'intranquillité. Je sais quand on dit Glissant, tu fais un sourire qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc, parle-nous librement de pourquoi tu ouvres cette... Parce que j'avais beaucoup pensé à Pessoa, tu cites Pessoa, mais tu donnes à Glissant, en fait, ce qu'il mérite, cette diversalité et cette grande ouverture au monde. Oui, en fait, le mot intranquillité est emprunté à un traducteur de Pessoa, et ce n'est pas un mot de Pessoa. Et comme par hasard, il y a une nouvelle traduction de son livre, le livre de l'intranquillité, qui s'appelle le livre de l'inquiétude. Et moi, c'est curieux parce que dans un colloque avec des collègues de Belgique, je disais que nous avions en commun d'être des littératures inquiètes. Alors, je suis passée de l'inquiétude à l'intranquillité, et le traducteur de Pessoa, lui, a fait l'inverse, le trajet contraire. Mais Glissant n'a jamais dit le mot intranquillité, mais il parle de l'inquiète tranquillité, donc c'est à peu près la même chose. Donc j'avais comme une piste là. Et pourquoi Glissant? Pourquoi je parle autant, je cite autant Édouard Glissant, c'est que j'ai eu le grand plaisir de le rencontrer, de travailler avec lui, de participer au jury du prix Carbet des Caraïbes, et nous avions un séminaire avec lui chaque année. On se réunissait pour discuter des livres pendant une semaine aux Antilles, ce qui était un peu désagréable, mais en fait, c'était au mois de décembre, alors ça se passait relativement bien. Mais j'ai été vraiment formée par la pensée de Glissant, parce que je crois que c'est le grand penseur de notre modernité. Je crois que c'est quelqu'un qui a donné les outils pour comprendre le monde contemporain. Et qu'il a compris justement ce qu'il appelle
le chaos monde dans lequel nous vivons. Il a créé des concepts, le concept de la créolisation, comme s'il n'y a pas d'identité fixe, il y a toujours une identité en mouvement. Et en fait, il faut toujours jouer sur les contraires. Alors, l'inquiète tranquillité, j'ai participé récemment, il y a 1 an, à un colloque sur Édouard Glissant, à Cerisy. Et moi, j'ai fait une conférence sur la poétique du ballon. Et chez Glissant, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu en écriture, il n'y a pas de concept absolu non plus. Chaque concept suppose son versant, son autre versant, son contraire, etc. Alors, inquiète tranquillité, c'est un peu ça. Et puis, lui, il a parlé de relations. Donc, il y a toujours quelque chose à inventer, c'est-à-dire une relation entre les termes, entre les concepts, et aussi pour comprendre le monde contemporain, il faut d'abord être attentif au changement, au mouvement. Quand ses copains ont écrit Éloge de la créolité, il a dit la créolité, c'est encore une identité fixe. Il dit je suis pas d'accord. Pourtant, dans leur manifeste, ils citaient Glissant sans arrêt. Mais lui dit la créolisation, c'est autre chose, c'est un processus permanent, c'est quelque chose qui est jusqu'à un certain point imprévisible. Et c'est pour ça avec Chamoiseau, ils ont fait un petit livre sur Obama quand il a été élu. Il disait bonne chance, monsieur. C'était à peu près imprévisible qu'il y ait un président noir aux États-Unis. Mais en tout cas, Glissant est quand même, je pense qu'il a une pensée essentiellement moderne qui n'est pas fixe, qui est toujours en évolution, en relation, comme il le dit. Et c'est une pensée chercheuse et je crois qu'il nous a fourni des outils pour comprendre le monde contemporain. Et moi, je me sers beaucoup de ces outils conceptuels qui sont en même temps des outils de poète, parce que Glissant a toujours écrit ses essais à la façon d'un poète, et donc il n'affirme rien, il n'y a pas d'absolu. Il dit écrire, c'est renoncer à l'absolu. Donc, c'est cette pensée en constante recherche qui m'a toujours interpellée. Et je pense qu'on n'a pas fini de le découvrir. Et je crois qu'on ne fait que commencer à voir la profondeur de cette pensée. Chose étonnante, c'est que ses principaux concepts, ou en tout cas l'embryon de cette pensée, était déjà dans son premier livre, Soleil de la conscience. Alors, je pense que Glissant, c'est ça, un soleil de la conscience. Toute son œuvre est un peu ça. Mais c'est important de revenir avec son premier livre, Soleil de la conscience. On se sent éclairé par le soleil quand on voit le chaos monde, quand on voit le tout monde. Et quand on voit la guerre, même en politique, on peut transférer la question de la relation, comment le monde est interconnecté et comment il y a chez Glissant, peut-être avec la poésie, une tentation d'une vision. Il est habité par cette tentation de la vision. Et je pense que moi, quand j'ai lu ce qu'il a écrit sur Obama, ça m'a beaucoup fait rire. C'est comme si... Et ce que je comprends, peut-être que Lise va me contredire, j'aurais bien aimé qu'elle me contredise. Et ce que j'ai compris de ce livre, ça m'a fait... J'ai éclaté de rire. Pour une fois, la poésie a servi à quelque chose, parce que j'ai compris ce qu'il disait, Patrick Chamoiseau et Glissant, c'est la créolisation, c'est-à-dire le processus de créolisation, en fait, c'est-à-dire la pensée du chaos, la pensée de Glissantienne, qui a créé les conditions pour que Obama devienne président. Donc c'est ça que j'ai compris, c'est-à-dire au moins la poésie a créé, parce que j'ai senti chez eux cette affirmation, et c'est-à-dire tellement osée, c'est-à-dire que c'est comme si c'est l'imaginaire qui a créé cette réalité politique. Ben oui, c'est un visionnaire. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un visionnaire. Tu ne vas pas me contredire. Non, 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 c'est une sorte de visionnaire, en fait. Mais c'est ça. Je pense que oui, oui. Il dit que la créolisation est imprévisible, mais jusqu'à un certain point, en disant ça, il prévoit ce qui va arriver. Oui, 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 oui. Et même sur son petit livre, c'est intéressant parce que c'est de très brefs essais
sur la vie chère, et toutes les manifestations en Guadeloupe. Et c'est intéressant aussi l'intellectuel qui renonce à l'absolu. Je pense que c'est intéressant parce qu'on a ici de grands intellectuels qui sont peut-être complètement dans l'absolu. Je pense à Louise Dupré, à Denise Desautels, qui sont des absolutistes. Je plaisante, hein, mesdames. Donc, et qui vont dans des choses très comme la vie chère. Donc, et tu vois, qui parle qui parle comme tout le monde parle, ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire d'habitude, on prend des écrivains comme Chamoiseau, comme Glissant, comme de grands monsieur qui seraient détachés et qui seraient sur leur nuage, et puis qui disent non et qui essaient de comprendre ces mouvements populaires, qui essaient peut-être d'accompagner et d'offrir peut-être une vision, parce qu'on sent le détachement, c'est-à-dire c'est peut-être ce qu'on peut appeler faire cause commune. C'est-à-dire souvent ces mouvements-là manquent d'imaginaire, et je pense qu'ils essaient dans leur folie, dans leur mégalomanie, parce que ce sont de grands mégalomanes, qui essaient d'introduire une espèce d'imaginaire à cette réalité de la vie chère. Ce n'est pas l'exploitation, comment ils appellent ça? Ils appellent ça et tout ce qui s'est passé à la... Mais ceci pour dire que quand tu parles de littérature au pluriel, tu as rarement parlé de littérature au singulier. Et ça m'a fait penser à la relation. C'est-à-dire que j'ai dit, mais comment elle est, quand tu dis que ça t'a servi d'outil, et je suis bien content, parce que des fois on parle de littérature québécoise, de littérature, et toi tu parles toujours comme des littératures, comme s'il y avait dans ce livre quelque chose de systémique qui nous rassemble, au lieu de faire des îlots, au lieu de faire des silos, littérature haïtienne, littérature, et tu n'as même pas cité, c'est pas qu'il y ait, c'est pas une prêche pour la littérature monde comme l'a fait le Brice et de Étonnants Voyageurs, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une présence du monde qui s'incarne dans chacune de tes phrases, dans chacun de tes regards. Est-ce que c'est lié à la relation ou bien comment, en fait, tu es sorti de la province? C'est ça que je voulais te dire. Pourquoi tu n'es pas, même quand tu parles de Ducharme, mais à côté de Ducharme, tu parles de Assia Djeba. Oui. Tu nous mets toujours en relation. Tu nous amènes toujours de l'autre côté du miroir. Ça me fait plaisir d'entendre ça, puisque tu emploies le mot relation. En fait, oui, je n'aurais pas fait ce lien, cette relation, mais moi, je me suis intéressée aux littératures francophones, d'abord en écrivant sur parti pris, en m'intéressant à la littérature québécoise. Et justement, Rodney m'avait demandé d'apporter quelques livres. Et alors, c'est comme ça que je me suis intéressée à la particularité, à la singularité d'une littérature. Donc, j'ai commencé par la littérature québécoise, puis ensuite, j'ai élargi mon horizon. En fait, on a eu beaucoup de contacts avec la Belgique, et ensuite, on a eu des contacts avec l'Afrique, avec le Sénégal, etc. Et donc, j'ai vraiment agrandi mon cercle d'intérêt, mais petit à petit. Et je me suis intéressée à parti pris parce que, justement, je me suis demandé la question, comment peut-on être écrivain québécois, qu'est-ce que ça signifie? Et je revenais d'études en Europe à ce moment-là, puis je débarquais, puis là, je trouvais quelque chose de très fort, de singulier. Et puis, et c'est à partir de là que je me suis intéressée au rapport langue-littérature et tout ça. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Glissant assez tôt, et toute sa pensée est liée à ça, au singulier, aux particularités des littératures. Glissant est venu plusieurs fois à la fameuse rencontre internationale des écrivains québécois. C'est là que je l'ai à quelques reprises rencontré. Et en particulier lors d'une rencontre sur Où en sont, avec le titre Littérature nationale. Et moi, à ce moment-là, je faisais des reportages avec André Bello pour Radio-Canada sur les rencontres. Et j'interviewais Glissant pour avoir des témoignages à côté. Et alors là, Glissant, c'était vraiment lumineux ce qu'il disait sur les littératures nationales. Sur les littératures
littérature nationale qui ont tout à inventer, qui ont besoin d'exister, de se dire au monde. Ils doivent tout faire en même temps. Et il rejoignait ici la pensée de Kafka, qui, lui, ne parle pas de littérature mineure, mais parle de petite littérature, les littératures qui sont peu diffusées. Ou Kundera, il va parler des petites nations, les nations qui doivent créer leurs conditions d'apparition dans le monde. Alors, à partir de la littérature québécoise, en rencontrant en glissant, etc., cette pensée-là m'a beaucoup nourrie. Et c'est ça, les circonstances ont fait que j'ai rencontré ces personnes-là. Djebar, c'est pareil, j'ai rencontré comme ça. Ce sont des créateurs qui ont essayé justement de penser leur singularité en relation avec le tout-monde. Et justement, et Glissant, lui, il a toujours, disons, mis en cause, mis en question la notion d'universel, parce que l'universel, c'est une singularité qui s'est légitimée d'une certaine façon. C'est une singularité qui est devenue plus importante que les autres. Et quand Glissant parle de l'universel, il dit que c'est la quantité réalisée de toutes les différences. Alors, c'est toujours en rapport avec le pluriel. Et moi, j'ai eu l'occasion, justement, à cause du jury du prix Carbet, de suivre la pensée de Glissant parce qu'il nous arrivait avec un livre, il y avait un livre niveau presque chaque fois. Et puis, j'ai pu l'interroger à ce moment-là, je reproduisais des fragments de ces entrevues-là dans le Devoir. Donc, j'ai pu suivre son œuvre comme ça. J'ai été très privilégiée de ça. C'est un privilège. C'est toujours un peu une question de circonstance. Mais je me suis intéressée aux littératures francophones à partir de Parti pris. C'est ça c'était mon ancrage. Mon point de départ, mon ancrage. Ensuite, j'ai continué à m'intéresser au rapport langue et littérature au Québec et ailleurs. Et c'est comme ça. Puis j'ai fait des entrevues avec des écrivains, etc. Donc c'est comme ça que, c'est ça, j'ai un peu agrandi, élargi. Comment ça s'est passé avec l'université? Tu te positionnes rarement comme universitaire parce que tu te les portes très loin dans le monde. Mais comment ton enseignement à l'Université de Montréal j'imagine que c'était pas du tout à la mode et que toi tu es à l'Université de Montréal où la tendance était, j'imagine, hein, était plutôt à la création d'un corpus littéraire québécois et très 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 fort. Et comment est-ce que tu peux nous dire tes premiers pas dans l'enseignement de la littérature, de cette littérature-là? Quels sont les obstacles? Comment on t'a regardé? Je n'ai jamais enseigné les littératures francophones à l'Université de Montréal parce que c'est arrivé très récemment qu'il y a des cours. C'est avec Christiane Dieille qui est la première à avoir offert des cours de littérature francophone. On pouvait mettre des auteurs francophones dans des cours généraux. Ben, on pouvait le faire, mais de façon occasionnelle. Mais l'enseignement même de la littérature francophone, c'est très récent. Ça vient avec les années 2000. C'est hier, quoi. Et donc, c'est ça. Mais quand même, nous, très tôt, on a eu des contacts, des échanges avec, à notre département, on avait des échanges réguliers avec la Belgique. Et moi, on a fait des colloques ensemble avec Klinkenberg, avec Jacques Dubois, tous les colloques de Liège, avec la faculté de Liège. On était en relation constante et ils venaient enseigner à l'Université de Montréal, mais c'était des poéticiens. Ils n'enseignaient pas nécessairement la littérature de Belgique non plus, ils enseignaient la sémiotique et tout. Et donc, mais quand même, on a fait nos premiers colloques, c'est les relations entre les institutions littéraires au Québec et en Belgique francophone. Et pour les gens de Belgique,
le modèle de l'institution littéraire, disons que l'institution littéraire québécoise était considérée comme un modèle parce que la littérature québécoise était enseignée à tous les niveaux et pouvait être, c'est ça, pouvait être enseignée dans les classes, ce qui n'était pas le cas en Belgique. Et ensuite, on a eu des relations encore avec Dakar, avec la faculté des lettres de Dakar. Donc, il y avait beaucoup de relations privilégiées. On faisait des colloques, mais l'enseignement est venu assez tard. Oui, mais ce qui est beau, c'est les tournées d'écrivains. Maximilien Laroche, qui enseignait à l'Université Laval, me parlait quand Césaire entrait ici, c'est comme un président, c'est comme ils étaient accueillis comme des rois, comme des... En fait, je parle des écrivains qui sortaient de l'étranger, qui venaient ici, et puis la relation c'était extraordinaire. Là, je parle de l'Université Laval, mais je sais qu'il y a aussi quelques Haïtiens. Franz Voltaire du syndicat m'en parlait. Et c'était vraiment comme une appétence réelle pour l'autre, même si ce n'était pas enseigné, mais il y avait quelque chose de très puissant, une ouverture. Et oui, et puis de toute façon, il y a une grande tradition au département, à l'Université de Montréal, puisque c'est ce département, c'est Georges-André Vachon, avec le prix de la revue Études françaises, qui a découvert Kuruma, qui a publié le premier du Soleil des Indépendances, et qui avait été refusé par tous les éditeurs français. Et ils ont créé le prix de la francité en 1968. Puis Kuruma avait envoyé son manuscrit. Puis Georges-André Vachon, qui enseignait à l'université à ce moment-là, l'a fait venir à Montréal, puis il a dû enlever certaines petites choses trop politiques. En tout cas, il a donné quelques conseils d'aménagement du livre. Et puis le livre, ensuite, le Seuil a repris les droits et c'est le best-seller du Seuil. Oui, oui. Alors, là, tu parles du Soleil des Indépendances? Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis la revue Études françaises, c'est ça. C'est comme ça qu'il y avait cette ouverture par la revue Études françaises, qui était un prix qui avait fondé le prix de la francité. Et moi, quand je suis devenue responsable de la revue, le prix s'est arrêté après, à un moment donné, pendant 15-20 ans. Et à un moment donné, je suis devenue, j'ai repris je suis devenue responsable de la revue et je me suis donné comme mandat de ressusciter le prix. Et c'est comme ça qu'on a mis Glissant dans le coup en disant on va trouver de l'argent, on l'a fait venir donner des conférences à Montréal. Puis on a dit on va publier tes conférences et puis ça va devenir le prix de la revue Études françaises en 1995. Donc, on a fait un livre avec ça qui est là, Introduction à une poétique du divers. Et on a mis toutes les interruptions, toutes les questions et les réponses après. Alors, vous avez les questions de Miron, les questions de Pierre Neveu et les réponses de Glissant. Puis, à un moment donné, Miron, mais ce que vous dites, est-ce que c'est pas un peu utopique? Puis le Glissant, oui, on peut rien faire sans utopie. C'est là-dedans. Oui. Remarque, j'ai apporté l'édition québécoise, oui, la petite jaune éditions, comme ça. Puis ensuite, Gallimard, les éditeurs français, dès qu'ils trouvent qu'un livre est intéressant, ils le reprennent alors. Oui, c'est Gallimard qui a été mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties ici et qui sont reprises en France. Et nous, on ne sait pas. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Kuruma. Parce que moi, j'ai rencontré Kuruma en Haïti. Et il m'a expliqué que ça a commencé ici. Oui. D'ailleurs, il me l'a dit explicitement. J'ai fait une entrevue avec lui dans l'Écrivain francophone à la croisée des langues. Mais puis ensuite, après, moi, j'avais pensé qu'on pouvait alterner entre un Québécois et quelqu'un d'en dehors du Québec pour le prix de la revue Études françaises. Et puis... en deuxième tour, ça a été Assia Djebar. J'ai sollicité Assia Djebar moi-même pour qu'elle nous donne son manuscrit. Et ça a été ses voix qui m'assiègent. Oui, je l'ai harcelé. Je l'ai harcelé pour ça. Et alors, c'est comme ça que, j'ai eu des contacts privilégiés avec ces gens-là. Parce que j'ai été occasionnellement leur éditrice. Oui, mais je pense que en fait, pour moi, ça agrandit le Québec, parce qu'on réfléchit le Québec souvent comme une périphérie,
alors que quand on lit et ce que fait Lise Gauvin, on voit qu'il y a une centralité, un savoir du monde qui passe par ici et qui est diffusé. Ça a commencé ici et puis ça tombe chez Gallimard et Kourouma. En attendant le vote des bêtes sauvages, ça a commencé ici et c'est Seuil, c'est etc. Donc il y a quelque chose de très important et peut-être que l'espace littéraire en soi n'a pas eu le temps, en fait n'explique pas cette tension qui existe entre Québec et le monde et comment des fois c'est Québec qui dit le dernier mot. Et donc je pense qu'avec Maximilien Laroche qui était critique, qui travaillait à l'Université Laval, c'était un Haïtien et on voit par exemple le travail d'un éditeur comme Le Meillac qui avait publié en fait en Anton Capèche qui est l'autochtone qui avait publié René Despestes qui avait publié en fait un ensemble comme si le monde passait ici, c'est comme si on en fait simplement une parenthèse alors que c'est une centralité. Donc, c'est vraiment... Tu demandais le lien avec Régent Ducharme. Je voulais juste souligner le fait que mes 2 couvertures de livres sont des trop fous de Ducharme. Ça, c'était un trop fou, la fabrique de la langue. Et puis, ça aussi, c'est un trop fou de Ducharme. Alors, voilà. C'est intéressant parce que dans la présentation, en 4e de couverture, vous allez voir, en fait, quelle langue parlent les écrivains. Ça, c'est Lise Gauvin qui parle. Dans la même présentation, des écrivains sont cités. Je vais vous dire les noms. Michel Tremblay, Patrick Chamoiseau, Amadou Kourouma, France Daigle, Assia Djeba, Régent Ducharme, Raphaël Confiant. Je pense que c'est cette cosmogonie très large qui est... Même quand je les cite comme ça, et puis je suis dans des univers différents, c'est cette capacité et de les citer pas comme si une Acadienne, un Martiniquais et que de Martiniquais, pour dire une Algérienne, j'ai l'impression qu'il y a une entrée dans l'humanité qui est faite. C'est comme un cercle et puis tout le monde entre dans le même cercle. Pas un grand, un petit, pas un... Est-ce que vous voyez donc, j'ai l'impression d'entendre toutes leurs voix et à part égale. Donc il y a quelque chose de... Et tous ces écrivains, comme tu dis, réinventent la langue par leur imaginaire. Et ce qu'il y a en commun, tu nous dis, entre ces écrivains, est-ce que la langue ou quelque chose d'autre? Tu dis bien que ces écrivains se situent à la croisée des langues. Moi, j'aimerais bien une question pratique peut-être pour les gens qui lisent, qui sont là avec nous. Quand on regarde le monde et qu'on a grâce à la littérature, une connaissance du monde comme ça, et quelle responsabilité ça nous donne en tant que citoyens? Quelle est notre responsabilité quand on découvre Assia Djeba, quand on découvre Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire, quand on découvre Suzanne Césaire, quand on découvre Marie Chauvet, quand on découvre tout ça, qu'est-ce qu'on devient par rapport au discours social? Mais on devient beaucoup plus riche, beaucoup plus... C'est vraiment... c'est une façon de comprendre le monde, hein? C'est une façon d'entrer dans la complexité du monde. Et je pense que, justement, on s'aperçoit que il faut éviter tout jugement hâtif, que les cultures ont toute leur singularité, leur complexité, leur légitimité. Et tous ces gens-là nous apportent un regard sur le monde qui est absolument singulier et pertinent. Et moi, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, ce qu'ils ont en commun aussi, là, il faut le dire, c'est que tous les gens des littératures francophones sont en contact avec d'autres langues que leur langue, que le français. Ils écrivent en français, mais ils sont tous dans un contexte multilingue. Donc, ils doivent créer leur langue d'écriture dans
un complexe, dans une situation assez complexe de langue, aussi bien les Antillais avec le créole que nous avec la proximité de l'anglais. Et aussi, on est en situation de, j'ose pas dire on est dans une situation de différence, je ne veux pas dire de marginalité, par rapport au centre, à la littérature centrale, qui est quand même la grande littérature française. Et depuis le début, au Québec, on se demandait s'il ne valait pas mieux avoir une langue différente du français pour créer une littérature. C'est ce que se demandait le poète Crémazie, parce qu'elle serait déjà singulière. Mais là, chacun doit inventer sa propre langue d'écriture dans un contexte multilingue, avec les niveaux de langue, etc. Et c'est ce que Miron a très bien décrit, parce que je pense que la pensée de Glissant m'a beaucoup influencée, mais aussi celle de Miron, qui dit, du point de vue de la langue, qu'il est un variant français. On est des variants de français, du français. Alors, il dit, moi, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue. Alors, il s'invente, on est condamné à l'invention, tous les écrivains qu'on dit francophones, c'est-à-dire selon l'appellation habituelle, qui suppose les écrivains qui ne sont pas au centre, dans l'Hexagone, sont confrontés, tous ces écrivains sont confrontés à d'autres langues et doivent créer leur langue d'écriture dans un contexte où, en même temps, ils doivent éviter l'exotisme, c'est-à-dire avoir trop de particularités langagiers, ce qui est une façon de créer une forme d'exotisme, mais en même temps, arriver à se faire comprendre par l'ensemble de la communauté des lecteurs francophones. Donc, il faut négocier constamment son rapport à la langue d'écriture. Il faut s'inventer une langue d'écriture, ce qui est le travail de tout écrivain, parce que, comme disait Proust, on écrit toujours dans une langue autre que la sienne, que sa langue courante, que sa langue maternelle. Et Sartre l'a dit aussi. Mais là, disons que cette invention devient plus nécessaire et explicite lorsqu'on est comme à la croisée des langues, dans un contexte multilingue, et comment il faut créer sa langue d'écriture, ce que fait très bien Régent Ducharme, ce que fait Chamoiseau, en utilisant des stratégies. En fait, Glissant dit qu'il faut trouver des stratégies de détour, et c'est ce que fait Chamoiseau. Il s'invente une langue une langue différente à chaque roman, une façon de négocier la langue différente à chacun de ses livres. Mais c'est ça, donc on est condamné à l'invention, mais comme un naufragé, dit Miron, parce qu'ici, on a en plus cette espèce de hantise de la déperdition de la langue. Alors, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue, mais on est condamné à l'invention, ce qui est un beau privilège finalement, ce qui est bien, c'est un beau défi. Et c'est aussi le défi de tous les écrivains francophones. Alors tous ces gens-là, ils ont ça comme Djebar, elle parle de ces voix qui m'assiègent, etc. Il y a toute une réflexion sur la langue chez les écrivains francophones. Moi, j'avais fait des entrevues sur la langue, l'écrivain francophone à la croisée des langues. Et Kourouma, lui, il dit que son texte a été refusé en France parce qu'il utilisait des expressions venant du malinké en français. Et au Québec, ça n'avait pas choqué Georges-André Vachon. On est plus, peut-être, plus familier de ça, quoique au Québec aussi, il y a eu vraiment toutes les tendances entre le régionalisme et le soi-disant universalisme, etc. Donc, c'est des questions que doit se poser tout écrivain, mais qui sont devenues peut-être plus explicites quand il s'agit d'écrivains de la francophonie. Puis encore là, c'est un mot, francophonie. Je veux dire, tous les écrivains qui écrivent en français font partie de la francophonie, mais ça, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question, mais je suis très, très heureux de ce parcours parce que tu as commencé par Kafka qui a pris ses distances vis-à-vis de la grande langue et belle la langue institutionnelle allemande pour aller vers, je dirais, des langues qui sont dans des espaces d'exiguïté. Donc, et on a vu le détour, c'est-à-dire que cette poétique du détour, en fait, qu'on va voir chez Glissant dans La Lézarde,
cette manière de faire comme on dit en créole, les chemins chiens. Tu as parlé du malinké et de la présence, pas simplement des grandes langues, pour dire les langues coloniales, la présence de toutes les langues. Dans Échamoison, on parle beaucoup de cette complexité que toutes les langues sont en nous. Ah oui. Oui, oui. Et je vais citer encore Glissant, Vas-y, qui dit vas-y. qu'aujourd'hui, un écrivain, il écrit en présence de toutes les langues du monde, même s'il ne les connaît Même pas. s'il ne les connaît pas. Et le Parlement des écrivains, c'est intéressant aussi parce qu'on a des écrivaines. Oui, des écrivaines, excusez-moi. Je vais être en prison hein, pour enlever le E. Donc, excusez-moi, le Parlement des écrivaines. Parce que ce qui est fondamental, c'est que. Parce que je pense que Glissant avait une idée du Parlement où toutes les langues, comme dans l'idée que les langues se valent et les écrivains, les écrivaines pouvaient lire et parler dans leur langue, comme le malinké, comme le créole, comme le wolof, comme, etc. Donc il y avait comme cette idée de diversalité. Et je pense que c'est intéressant ce souci de la langue, puisqu'il y a plus de 7000 langues dans le monde. Et nous, on n'entend parler que des grandes langues, je dirais, coloniales. Ce qu'il dit, c'est: Vas-y. j'écris en présence de toutes les langues du monde dans la nostalgie poignante de leur devenir menacé. Oui. Et chaque fois qu'une langue disparaît, c'est l'humanité qui s'appauvrit. Oui. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Chaque fois qu'une langue disparaît, c'est vraiment une vision, une cosmogonie qui se perd. Et j'aimerais, parce que tu parles de francophonie, et personne ne sait ce que ça veut dire, Lise. On en parle, et puis bon, très bien pour ton humilité. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est la colonialité. C'est-à-dire que tu as dit que Glissant, ce renoncement à l'absolu, mais il n'y a pas nécessairement un renoncement à la domination. On ne renonce pas à dire je suis Gallimard, je suis le centre du monde, je suis Paris. Et comme je suis Paris, je suis plus grand que le Saguenay, il n'y a plus de lumière, donc ça s'appelle ville-lumière. C'est-à-dire il y a d'autres villes où il n'y en a pas. Il n'y a pas de lumière. Donc, et j'aimerais bien qu'au centre de la francophonie, comment ça a balisé la question de la colonialité? Parce que quand on parle d'autres langues, c'est-à-dire ça crée de l'altérité, ça peut créer aussi de la solidarité, ça devient beaucoup plus complexe. C'est-à-dire de quelle langue ou bien de quel langage et de quel imaginaire, quand on les associe, ça devient autre chose. Oui. Ben, oui, le Parlement je vais juste dire que le Parlement des écrivaines francophones a été inspiré par le Parlement des écrivains francophones, dont faisait partie Édouard Glissant. Voilà. Donc, c'est une solidarité. Ah oui. Oui, oui, Mais oui. Après, fini, oui, et puis d'accord. Jonathan, oui, oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a chez Glissant toujours la conscience du lieu. Et on parlait de la francophonie, il se manifeste pour une littérature monde en français. Ben, c'est un peu bizarre parce qu'il s'agissait de dire qu'il y avait la francophonie était partout parce que les prix littéraires français de la saison étaient donnés à des écrivains publiés par les maisons d'édition du 6e arrondissement et qui venaient d'ailleurs. C'était un peu... Maintenant, la littérature existe aux quatre coins du monde. C'est un peu ridicule. Mais en fait, c'est un peu étroit comme pensée, là, mais un peu... Mais chez Glissant, il y a toujours la conscience du lieu. On part d'un lieu et on va pour aller vers le tout monde. On ne va pas directement vers le tout monde. La littérature monde ne se fait pas dans l'abstrait. Elle se fait toujours à partir d'un lieu défini, d'un lieu particulier. Et Glissant, il aime beaucoup utiliser la notion d'île qui est indispensable et d'archipel. Alors, je pense que sa pensée, elle va avec beaucoup, s'inspire beaucoup de cette image d'archipel qui laisse la singularité à chaque île et qui quand même
créer des liens entre les îles. Il y a aussi une notion qui est fondamentale chez lui, c'est celle de rhizome. C'est que la culture qu'il emprunte à Deleuze, la culture se propage dans des réseaux qui sont souvent souterrains ou imprécis, ou en tout cas imprédictibles. Et ce sont ces réseaux-là que nous sommes en train de créer au Parlement des écrivaines francophones. Ce sera ma conclusion. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, Jonathan, le public a combien de temps pour... Une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes, là. Ouais. Si vous voulez vous battre là. Disons-le, la relation difficile avec la France à propos du français. Mais si on sort de ça, prenons la littérature en espagnol. Elle ne se fait pas en Espagne, elle se fait en Amérique du Sud. Le centre de gravité s'est déplacé. Ouais. La littérature portugaise, de langue portugaise, importante, bien sûr. Il y a des prix Nobel, puis il y a Pessoa, comme c'était au Brésil. Alors, même la littérature anglaise, elle s'est déplacée de l'Angleterre aux États-Unis. C'est un cas à part. Bon. Alors, la littérature espagnole ne se définit pas par rapport à l'Espagne, elle se définit par rapport... Je ne pense pas que, finalement, prendre ça, la francophonie, la France ne veut même pas faire partie de la francophonie. Ben, Non, ils ne sont pas là. Non, ils sont le centre. Et la francophonie, c'est ce qui tourne autour. C'est les autres. C'est ça. Quand Nicole Boissard avait fait une anthologie des poètes francophones, Mais c'est ça qui est épouvantable. il n'y avait pas de français. Non. Alors, pourquoi s'en occuper? de la France? Oui. Pourquoi s'en occuper de la Oui, France? c'est-à-dire, Parce qu'on en a besoin pour être on en a besoin jusqu'à quel point? diffusé dans les autres pays francophones. C'est encore comme ça, c'est une question institutionnelle. L'institution littéraire franco-française est extrêmement centralisée. C'est à la différence de l'institution... On va faire la révolution, mais calmement, hein? Tranquille. Ces livres ont été traduits en espagnol. Hein? Oui. Et là, en Espagne, on dit que c'est une tradition du Mexique. Et Louise, et toi sans doute, en Espagne, c'est très difficile de lire une traduction en espagnol venant du Mexique. Mhm. Parce que, et je me souviens, mes étudiants à l'UQAM, j'avais des latinos, Mhm. et puis j'avais des espagnols. Puis les étudiants latinos me disaient, eux, ils parlent castillan, c'est nous qui parlons espagnol. Mhm. Alors, c'est un problème. Ben, le centre est pas. C'est sûr que je pense que le centre s'est déplacé en Amérique, sauf pour la francophonie. C'est vrai qu'il y a eu la colonisation a fait en sorte que les anciens colonisés sont devenus les maîtres de la culture de leur langue, en fait. Mais c'est une question je pense que c'est beaucoup une question de nombre. C'est une question de nombre, et puis ce qui fait que, c'est sûr, il n'y a pas ici le public, et puis aussi la diffusion. Là, on commence à peine, les éditeurs québécois commencent à peine à être diffusés, n'est-ce pas, en dehors du Québec, et sa Mémoire d'Encrier est un exemple. Ils ont réussi à sortir de la zone québécoise, parce qu'autrement, les livres publiés au Québec ne sortaient pas, et là, à moins d'avoir une édition française. Alors, c'est une question un peu d'édition, et j'avais co-organisé avec mon ami Jean-Marie Klinkenberg de Belgique un colloque à Royaumont pour discuter de ça, avec des éditeurs, des écrivains, des diffuseurs, comment ça se fait que les livres publiés en Belgique ou au Québec ne circulent pas davantage dans la francophonie. Enfin, on a fait vous regarderez, on n'a rien résolu, mais on a fait un beau livre avec ça. On a identifié le problème. Oui. Mais c'est bien, j'aime beaucoup ta question parce que mais quand j'arrive à Guadalajara, je vois la foire de Guadalajara et puis je pense que c'est un centre, c'est pas une périphérie. Quand vous êtes à Guadalajara, vous voyez ce grand salon, c'est comme Francfort, c'est-à-dire que l'espace où ça se règle pour la langue espagnole,
c'est vraiment Guadalajara où les doigts se vendent, où tous les grands écrivains, etc., se retrouvent. Mais j'aime beaucoup l'idée de la route, parce que pour envoyer un livre à la Martinique, et la route demeure coloniale. Ça passe par Paris. Je suis à Montréal. Vous voyez, je suis à 4 heures d'avion de la Martinique. Si je dois envoyer un livre à Fort-de-France, ça sort de Montréal, ça va à Paris. Dans les deux Congos, il y a une blague. Le mec appelle son frère, il regarde la rivière comme ça, ils se parlent, mais avant, l'appel passe par Paris. Ils se regardent, il y a la rivière qui les sépare, donc il faut qu'ils paient. Et puis, ils paient Paris. Donc, quand ils font le téléphone, ça passe par Paris pour que ça revienne. Ils sont c'est un fleuve qui les sépare. Ils se regardent, ils auraient pu. Donc, ils se font des coucous. Mais, et je pense que c'est ça. Et Glissant parle beaucoup de la route aussi. Je pense qu'on ne maîtrise pas, en fait, la question, elle est fondamentale, mais on ne maîtrise pas encore la route. Et je pense que le Québec, et comme Lise parle beaucoup de la Belgique, et je pense que le Québec, c'est un modèle, je dirais, souverain en termes. Les Belges, et quand je suis à Québec, le modèle pour eux, c'est le Québec, parce qu'ils sont tellement proches de la France. C'est comme si tu es belge, si tu es écrivain, ton livre, tu ne trouves pas un éditeur français, ben tu meurs comme écrivain. Alors que là, ils sont très contents de voir qu'il y a une dynamique c'est-à-dire on peut être écrivain ici sans jamais publier à Paris. Et je pense que c'est ça aussi la souveraineté, parce que ne vous en faites pas, parce que je peux vous dire la vérité, il y a beaucoup d'écrivains qui se battent pour être publiés à Paris et qui ne vendent pas 500 copies. Donc vous pouvez voir beaucoup d'articles, beaucoup de choses, mais qui ne s'appellent pas Denise, des hôtels qui vendent 50 000. Donc il n'y a pas de banquier ici, donc je pense que si tu dois de l'argent, il faut venir derrière toi. Donc, tu vois, qui ne s'appelle pas Louise Dupré. Il y a beaucoup de bluffs aussi littéraires où la symbolique est très forte. L'auteur peut publier chez Gallimard, mais 90% des ventes sont faites ici parce que c'est Gallimard. Il y a tous ces jeux institutionnels. Oui, c'était comme ça il y a quelques années, mais je pense que c'est pas ça qui joue. Je sais pas, l'estampillage français n'aide pas nécessairement à avoir des ventes ici maintenant. C'était comme ça dans les débuts du Seuil, je crois. Mais ce n'est plus comme ça. Je voudrais saluer la présence d'Émeline Pierre, qui vient d'arriver, qui est membre du Parlement des écrivaines francophones et qui sort d'un cours sur la francophonie à l'Université de Montréal. Alors, c'était quoi le titre de ton cours? Sur la littérature maghrébine, qui enseigne la littérature francophone. Parce qu'on se demandait à quel moment ça a commencé l'enseignement comme tel des littératures francophones à l'Université de Montréal. Est-ce que tu le sais? C'est avec Christiane, hein? C'était avec Christiane. Oui, il y a une vingtaine d'années. C'est le début du 21... Ouais. Fin 20e siècle. Pourquoi? On veut une question. Non, je suis ici pour apprendre. Louise, as-tu une question? Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Je ne suis pas la personne pour poser des questions, mais peut-être pour faire des réflexions. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'on en est rendu là. Parce qu'effectivement, tu as dépassé dans tes livres et dans ta pratique la question de la littérature nationale. Et je pense qu'au Québec, il fallait commencer par avoir une littérature nationale et voir de quoi était faite cette littérature nationale-là. Quand je suis entrée à l'université, j'avais étudié dans le Lagarde des Michards, ça, Denise, ça te dit peut-être quelque chose, Gilles aussi. Mais je n'avais jamais vu
je n'avais jamais lu un livre de littérature québécoise. Donc, on commençait par ça, dire nous avons une littérature. Mais à l'Université de Sherbrooke, en 1900, quand j'ai terminé mon bac, en 1972-73, on étudiait la littérature des Caraïbes, la littérature haïtienne, avec un spécialiste qu'on avait fait venir qui s'appelait Auguste Viat. Ça vous dit ça? Oui. Qui m'a enseigné. Alors, donc, il y a eu très rapidement au Québec une ouverture à la littérature. Je ne dirais pas la littérature monde, mais au moins la littérature des Caraïbes, qu'on considérait comme une proche parente de la littérature québécoise. Et on les considérait comme des littératures minoritaires comme la nôtre. Alors, moi, je suis en train, je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas de questions, mais je trouve ça magnifique, Lise, que tu te sois intéressée à un corpus, à des corpus comme celui-là, et à des littératures de l'intranquillité. Et la question, je n'ai pas de question, mais en même temps, j'en aurais une, c'est des littératures. Alors, comment on fait à ce moment-là, quand il n'y a pas de littérature nationale, pour parler des littératures? Que veut dire le mot littérature au pluriel pour toi? Évidemment, je vais acheter le livre, je vais le voir, mais je pose la question quand même, une question naïve, si tu veux. C'est curieux parce que je ne pense pas avoir la réponse. J'ai la réponse sur l'intranquillité, mais sur la littérature, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, justement, c'est le problème des littératures de l'intranquillité, c'est qu'ils doivent créer leur existence comme littérature. Ce sont des littératures à créer. Ils ont rien. Mais là, il y a une belle phrase de Glissant que je voulais vous lire absolument. Justement, sur le colloque sur les littératures nationales, il dit, c'est que c'est littérature. Ah oui, il cite l'exemple de la littérature québécoise et plus particulièrement des ricanements acérés de Jacques Godbout et des emportements inspirés de Gaston Miron. Il dit qu'il y a toujours besoin de sacralisation et désacralisation pour créer une littérature. Alors, il poursuit toujours à propos des littératures nationales, c'est que ces littératures n'ont pas le temps d'évoluer harmonieusement du lyrisme collectif d'Homère aux dissections rêches de Beckett. Il leur faut tout assumer d'un seul coup, le combat, le militantisme, l'enracinement, la lucidité, la méfiance envers soi, l'absolu d'amour, la forme du paysage, le nu des villes, les dépassements et les entêtements. C'est ce que j'appelle notre irruption dans la modernité. Alors, ce sont des littératures qui doivent tout créer, qui doivent se créer. Ça a été dit à Montréal, ça a été dit à Saint-Sauveur, lors d'une rencontre organisée par la revue Liberté, qui avait comme titre « Où en sont les littératures nationales ?» qu'il a repris dans son livre « Le discours antillais ». Et donc, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont à créer même la notion de littérature. C'est ça. Ça fait partie de leur intranquillité. Vous avez dit ça a commencé par Glissant et ça s'est terminé par Glissant. Je vous l'avais dit. Eh bien, merci, le livre est formidable. La littérature de l'intranquillité, on va encore finir par applaudir notre reine. Et le libraire est là avec les livres, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour votre présence.